Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce 4e numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Cette première partie d'émission sera consacrée à la question comment la jeunesse fait-elle entendre sa voix auprès des instances dirigeantes. Dans la deuxième partie de cette émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la problématique liée à l'insertion des jeunes dans le milieu du travail. Et pour décortiquer toutes ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Moussa. Moussa, vous êtes sénégalais de nationalité, vous êtes également commissaire à la Commission africaine de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Régis. Juste à côté de vous, nous avons Oumou, vous êtes sénégalaise de nationalité, journaliste, étudiante en droit. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Régis. Et à ma gauche, nous avons Aïda. Aïda, vous êtes sénégalaise, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment dans la mode. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Régis. Et nous terminons avec Arnaud. Vous êtes gabonais de nationalité, vous êtes diplômé en droit. Vous avez évidemment touché à tout ce qui tourne autour du marketing. C'est un honneur de vous recevoir. Merci. C'est moi qui vous remercie, Régis. Alors, je le disais dans mon introduction, nous allons consacrer cette première partie à la question comment la jeunesse fait-elle entendre sa voix auprès des instances dirigeantes. Cette jeunesse âgée de moins de 25 ans qui représente 64% de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Alors Moussa, pensez-vous qu'il est important pour la jeunesse de faire entendre ses préoccupations auprès des instances dirigeantes ? Ok, donc pour cette question, je pense que comme vous l'avez dit tout à l'heure, que 64% de la population qui est très jeune, et donc il est très important que sa voix puisse être portée et entendue dans toutes les instances. Donc aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Commission africaine, nous, ce que nous faisons pour faire entendre la voix des jeunes, c'est par des plaidoyers. Mais aussi, à part ces plaidoyers, on se dit que on se demande pas que les jeunes soient intégrés dans ces grandes instances, mais aussi à ce que les jeunes soient formés et qu'ils comprennent exactement quel est leur rôle une fois qu'ils seront dans ces grandes instances. Donc nous, c'est ça que nous faisons pour pouvoir vraiment avoir des jeunes de qualité dans ces grandes instances. Alors je le disais dans la présentation, vous œuvrez comme commissaire à la Commission africaine de la jeunesse. Le moyen que vous avez choisi pour faire entendre, porter très haut cette voix-là de la jeunesse africaine, quelle est la mission? Quels sont les rôles, enfin du moins le rôle de cette commission et comment elle fonctionne? Ok, donc la commission qui est une plateforme qui regroupe des organisations de jeunes qui sont dans la société civile et nous, ce que nous cherchons, c'est de regrouper toutes ces organisations de jeunes et de les intégrer à pouvoir faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des plaidoyers pour pouvoir les porter au niveau de ces grandes instances sur les questions qui touchent exactement les jeunes pour pouvoir remédier à ces problèmes. Alors Oumou, vous avez évidemment choisi une autre manière de vous faire, enfin de porter très très haut la voix des jeunes. Vous militez depuis que vous êtes à l'université dans un parti. C'était le but de votre engagement? Oui, c'était le but de mon engagement, surtout à travers les partis politiques. Que les jeunes quand même portent leur voix parce qu'aujourd'hui ce sont les partis politiques qui vont quand même concourir des élections pour pouvoir diriger le pays, pour pouvoir mettre en place un programme pour essayer de développer nos pays. Donc c'est important aujourd'hui que les jeunes puissent quand même s'intéresser à la chose politique, essayer de militer quand même dans les partis politiques pour mieux porter leur voix et leurs projets aux autorités. Et quelles sont les activités que vous menez justement dans ce parti? Les activités sont nombreuses. Déjà, parce que je suis dans un parti libéral, déjà essayer de former nos jeunes petits frères et petites sœurs à l'idéologie libérale, comme nous l'avons reçu à l'école du parti, et surtout essayer de massifier et faire intégrer beaucoup plus de jeunes dans ce parti. Alors Aïda, est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui que les jeunes s'organisent, se regroupent pour se faire entendre?
Oui, plus qu'important, parce que déjà on dit que l'union fait la force, donc comme l'avaient fait nos grands-pères, comme l'avaient fait nos pères auparavant, donc la jeunesse d'aujourd'hui aussi doit se regrouper, doit se concentrer sur les questions d'avenir, ce qui leur concerne, sur les questions politiques et économiques et sociales, donc un regroupement est vraiment primordial. Alors Arnaud, est-ce que le monde associatif, c'est un moyen aussi, une voie pour les jeunes de se faire entendre? Oui, je pense que le monde associatif est un monde où que les jeunes ont besoin pour essayer de développer leurs idées, parce que dans l'association, les jeunes ont la possibilité déjà d'être entre eux et de savoir quels problèmes ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils pensent faire pour améliorer leurs problèmes. Seuls, ils ne peuvent rien faire. C'est comme elle a dit tout à l'heure, l'union fait la force. Et je vais terminer par là. Alors l'union fait la force. Moussa, est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui ces jeunes justement ne se sentent plus concernés par les décisions étatiques? Il y a une sorte de désintéressement qui s'installe. Vous avez fait le constat? Oui, en fait, ce constat-là, on l'a fait de ce désintéressement qui est vraiment dû par rapport à la dévalorisation, je peux dire, du volontariat. Par exemple, en Afrique même, que je dirais pas seulement au Sénégal, mais on voit qu'en Afrique, le volontariat n'est pas du tout valorisé. Donc, alors que étant jeune, on doit vraiment servir à sa communauté, à son pays. Donc, et pour ce faire, il faudrait vraiment s'engager. Et s'engager pas avec des discours, mais s'engager en faisant des actions. Et aujourd'hui, on fait des actions, mais après, on se dit que est-ce que ces actions ont eu des impacts ou bien est-ce que ces actions sont des actions intéressantes et autres, parce que on se voit que nos autorités ne donnent pas trop d'importance à cela. Alors que ce que nous faisons, c'est vraiment ce que la communauté en a besoin. Par exemple, aujourd'hui, faire des plaidoyers concernant l'insalubrité qui se passe ici, donc faire des plaidoyers pour faire entendre, par exemple, les droits de l'homme, par exemple, faire entendre l'aspect genre de la prise en compte de tout cela. Donc, si aujourd'hui on fait plein de choses et que ces choses-là ne sont pas valorisées. Donc, c'est ça qui fait que les gens ne sont plus intéressés au bénévolat, de faire du volontariat. Donc, ça aussi, ça peut poser un problème. Vous avez fait également... Oui, Arnaud, allez-y. En fait, je voulais un peu renchérir les propos de Moussa. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose d'important, mais je voulais aussi, par exemple, qu'on s'intéresse au droit fondamental des jeunes, qui est le droit à l'éducation. On constate par exemple le système éducatif en Afrique, pour la plupart du temps, est bouleversé par des grèves. Ces grèves sont causées par exemple par les bourses qui ne sont pas conséquentes ou bien qui ne tombent pas assez régulièrement. Ce qui en découle, c'est que le droit fondamental, qui est celui de l'éducation, est touché. Et ce sont les jeunes qui sont les premiers à subir ça. C'est une des causes qui peut amener les jeunes à se désintéresser des affaires de la cité. C'est un peu ce que je voulais dire. Ok. Oumou, est-ce que vous avez fait également ce constat-là auprès des jeunes qui ne se sentent plus impliqués? Oui. J'ai vraiment fait la remarque. Souvent même sur les réseaux sociaux, quand vous écrivez des choses sur la politique, tu vois des genres de commentaires, on n'est pas intéressé. Ben, c'est aujourd'hui très normal parce que peut-être que les jeunes se sentent laissés à eux-mêmes, diplômés sans travail. Parfois, c'est comme l'a dit mon frère, c'est difficile de faire une année scolaire sans perturbation. Donc, peut-être raison pour laquelle les jeunes ne s'intéressent vraiment pas aux affaires de la cité. Mais aussi, je pense que ce que Moussa a dit aussi, ça devrait être une solution. Revaloriser le volontariat, vraiment essayer de même, pourquoi ne pas même le mettre dans un programme scolaire, le volontariat, pour que les jeunes se sentent impliqués, pour qu'ils savent qu'ils doivent être impliqués
dans les affaires de la cité. Justement, en parlant de cette implication, la voix des jeunes qui doit se faire entendre, en 2017 par exemple, seuls 4 parlementaires sénégalais sur les 165 députés que compte l'hémicycle étaient âgés de moins de 35 ans. Est-ce que, Aïda, ça aussi, ça peut être un blocage? Oui. Alors là, par rapport aux grandes instances, on constate carrément que les jeunes ne sont pas impliqués. Donc aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc il n'y a pas carrément d'implication des parties prenantes lors de l'élaboration peut-être ou bien la prise de grandes décisions étatiques. Voilà, donc les jeunes ne sont pas impliqués. Et donc là, je ne suis pas surprise quand j'entends ce statistique, juste 3 députés âgés de... Voilà, à l'Assemblée nationale. Et c'est quelque chose à vraiment déplorer parce que selon les statistiques, déjà, on a une population vraiment jeune, donc la quasi-totalité presque, donc, et les jeunes. Donc, ce n'est pas du tout normal et c'est une situation que je déplore. Donc, les institutions ou bien les grandes instances devraient impliquer à 100% les jeunes quand il y a prise de décision ou bien à l'élaboration de certaines choses. Oui, allez-y. Pour ajouter un petit truc par rapport à ce faible taux de représentation. Cette faible taux de représentation à l'Assemblée nationale, je pense qu'aujourd'hui les femmes se sont battues quand même pour vraiment imposer la parité à l'Assemblée nationale, d'où l'importance des jeunes d'être dans les partis politiques ou bien des mouvements qui vont quand même recourir à la voix des Sénégalais pour mieux se battre pour qu'au moins 10 ou 15% de la constitution des listes qui seront candidats à l'Assemblée nationale quand même seront constitués de jeunes et comme ça au moins on pourra se faire entendre à l'Assemblée nationale, on pourra voter des lois qui seront à faveur des jeunes afin de mieux participer au développement de la jeunesse africaine. Et oui, Aïda. En matière politique, les jeunes ne sont pas trop pris au sérieux. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir dans les partis politiques ou bien quand il y a élection, on voit qu'il y a une masse de jeunes derrière les candidats. Et cette masse de jeunesse-là n'est pas formée politiquement parlant. Ils ne sont pas formés politiques. Donc, c'est un processus en fait. Donc, c'est un processus allant de la maison ou bien de la maison du parti dont vous avez dit, ou bien l'école du parti, avec une commission scientifique, une commission ainsi de suite, politiquement parlant, jusqu'à accéder à l'Assemblée nationale et jusqu'à accéder aussi à la présidence, au fauteuil présidentiel. Donc, il n'y a pas une formation politique en tant que telle et la jeunesse ne fait pas une politique sincère. Déjà, il y en a plein qui ne connaissent même pas ce que c'est vraiment la politique. Parce qu'eux, ils ont une idée de la politique, c'est-à-dire que c'est suivre la masse, suivre le candidat, aller dans des meetings et distribution de t-shirts. La jeunesse est réduite à cette fonction-là au niveau de... quand on parle de politique. Donc, ce ne sera pas facile pour eux de les faire suivre jusqu'au processus final, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. Aïda, je vous sens un petit peu partagé sur la réaction de Aïda. Est-ce que justement vous menez ce genre d'initiative-là pour vraiment donner le maximum d'informations sur la vie politique aux jeunes? Oh, oui. Par exemple, moi, dans mon parti, comme je l'ai déjà dit, nous avons l'école du parti. D'où moi j'ai fait ma formation en 2010-2013. Donc c'est ce que nous essayons aussi avec nos jeunes frères qui viennent aussi d'adhérer dans ce parti-là, de vouloir d'abord qu'ils sachent que la politique déjà c'est une chose importante parce que ces derniers temps nous avons vraiment vu les gens ont essayé de quand même dévaloriser les politiques. Vraiment, donc, de leur faire savoir que la politique est une activité très noble et surtout par rapport à notre option, à l'option de notre parti, d'être un parti d'obéissance libérale. Donc, vraiment, nous essayons quand même de partager ça avec nos jeunes frères. Mais c'est vrai que ce qu'il a dit aussi, c'est vrai... c'est dommage que maintenant, on voit des jeunes qui sont dans les partis politiques, mais
qui ne sont pas très même convaincus, mais qui sont juste parce qu'ils ont trouvé que ça peut être un moyen de trouver un travail, ça peut être un moyen vraiment d'échapper à certaines difficultés, à certaines conditions sociales. Quand même ce qu'il a dit, c'est vrai. Et que même parfois dans les partis politiques, les jeunes, c'est juste suivre le candidat, aller à des mobilisations, distribuer des t-shirts ou bien des sandwichs par-ci, par-là. Et ça, quand même, c'est vraiment dommage. Quand on s'engage en politique, il faut vraiment y croire d'abord. Il faut y croire et croire à une idéologie du parti et non à une personne. Déjà, je pense que quand les jeunes s'attelleront à croire à ça, ça va changer. Les choses changeront. Alors oui, Moussa, vous... Ok, donc moi ce que je voulais juste rajouter par rapport à cette faible taux de représentativité, c'est par exemple aujourd'hui la jeunesse en est consciente parce qu'au niveau des conseils nationaux des jeunesses en Afrique, eux tous ils se sont regroupés pour faire un plaidoyer pour demander à nos gouvernants dans les grandes instances par exemple de prendre 30% des jeunes, par exemple qu'il y ait au moins 30% sur l'effectif des jeunes qui soient représentants en cela. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, par exemple au niveau de l'Assemblée générale, il y a les femmes qui se sont battues jusqu'à avoir vraiment une représentation très significative. Mais aujourd'hui, nous étant des jeunes, on a un problème. Et notre problème, c'est le manque de solidarité. Par exemple, on n'est pas assez solidaire pour pouvoir vraiment porter une cause jusqu'à ce qu'on ait un résultat concret de ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, moi je me dis que par exemple, pour que ces choses-là puissent passer, il nous faut vraiment, nous aussi, beaucoup plus de solidarité pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et des fois aussi, on parle tout le temps que pour se faire entendre, il faudrait faire la politique comme Aïda l'a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire suivre la masse et autres. C'est pas du tout ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, une personne qui est au niveau de sa commune, ça doit même commencer au niveau de la commune où nous sommes, c'est-à-dire essayer de prendre, de faire des actions, par exemple, de nettoiement et autres du quartier, et d'essayer aussi de former par rapport aux jeunes qui sont dans votre quartier, essayer de voir comment est-ce que tu peux les aider et les autres pour pouvoir vraiment améliorer dans leur vie. Donc je pense que ça aussi c'est des choses politiques que des fois dans nos quartiers nous voyons des gens qui font cela mais qui ne font pas de la politique, mais on ne les prenne pas cela en compte. Donc je pense que comme elle a dit tout à l'heure, il nous faut vraiment une jeunesse très 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 consciente par rapport à ces questions et qui s'engage à ne pas faire la politique comme par exemple la politique politicienne. C'est pas cela que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est que vraiment qu'on soit impliqués et que nous aussi que nous faisions des impacts, des actions qui ont des impacts vraiment significatifs. Donc c'était par rapport à ça. Alors Arnaud, pour rebondir un petit peu sur ce que Moussa vient de dire, aujourd'hui, il est en tout cas important de faire assez confiance à la jeunesse qui représente évidemment l'avenir de demain. Il faut faire confiance à la jeunesse. Pourquoi ? Je vais prendre une citation de Winston Churchill qui disait le politicien devient un homme d'État lorsqu'il pense aux générations futures plutôt qu'aux prochaines élections. En fait, il veut nous faire comprendre par là que la jeunesse, en fait, c'est l'avenir d'une nation. Si l'homme d'État, si le politicien oublie la jeunesse, il ne pense pas à l'avenir et il ne pense pas, en fait, on ne sait pas ce que l'État va devenir demain. Par exemple, quand on construit une maison, il faut construire les fondamentaux. Et là, les fondamentaux aussi, c'est la jeunesse. Si on ne prend pas en compte la jeunesse, l'État, dans peu de temps, va tomber en ruine. C'est un peu ce que je peux dire. La jeunesse est sacrée, on ne doit pas la sacrifier. On ne doit pas la sacrifier, comme disait Omar Bongo. Ok. Alors, Oumou, est-ce que justement, aujourd'hui, vous avez l'impression que cette jeunesse-là, on va rester dans le terme, un petit peu sacrifiée? Oui. Cette jeunesse, quand même, est vraiment sacrifiée parce que quand on voit même dans nos gouvernements, c'est très rare de voir
ministres jeunes. Même parfois, tu peux voir le ministre qui est chargé de la jeunesse, quand même, qui a plus de 35 ans. Donc, parfois, les autorités ont tendance quand même à vraiment oublier que cette jeunesse-là, il faudrait la booster, il faudrait vraiment penser à son avenir, parce que quand même au Sénégal ou bien même en Afrique, on voit des jeunes talentueux dont les personnes âgées ne sont pas beaucoup plus talentueux que des jeunes diplômés qui aujourd'hui, si on les responsabilise, on va vraiment trouver qu'ils sont vraiment à la hauteur, et qu'on devrait penser beaucoup plus à cette jeunesse. Je pense que vers 2002-2003, au Sénégal, on avait un ministre vraiment très jeune, je pense, qui avait 27, Aliou Sow, qui avait 25 ans comme ça. Donc je pense que c'était des initiatives vraiment que nos gouvernants devraient continuer quand même. Ça devrait donner vraiment à la jeunesse l'espoir de rester dans ce pays et surtout travailler pour le développement de ce pays. Aïda, vous êtes d'accord avec Oumou, plus de députés jeunes à l'hémicycle à l'Assemblée nationale? Mais oui, je suis jeune, donc je défends la cause. Je défends la cause et c'est une cause assez défendable, parce que là, comme vous avez dit, la jeunesse, elle est sacrée. La jeunesse, elle est l'avenir d'une nation. Elle est l'avenir de la jeunesse, elle est l'avenir du monde. Donc, commençons par le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a des valeurs à inculquer aux enfants, surtout la politique de la citoyenneté. Comme avait dit Moussa, l'action commence dans son quartier. Ça commence dans sa maison, ça sort dans le quartier et au fur et à mesure. Donc dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout un processus et dans n'importe quel domaine. Donc si la base, elle n'est pas bonne, si la base, elle n'est pas assez solide, donc c'est normal qu'à la fin, au processus final, qu'on n'ait pas le résultat souhaité. Donc la jeunesse doit être entendue, la jeunesse doit être dans les grandes instances, dans les prises de décision étatiques, dans les initiatives. Et on a une jeunesse engagée. Peut-être une petite partie qui ne l'est pas, qui est mal informée, voilà, avec les réseaux sociaux et tout, mais on a une jeunesse vraiment engagée. On le voit souvent dans les congrès, on le voit souvent dans certains salons de l'emploi ou bien de l'entrepreneuriat. On voit les jeunes se déplacer, ils sont engagés, ils ont un esprit innovant, ils ont de bons outils, mais malheureusement, c'est les moyens qui ne suivent pas, c'est la formation qui ne suit pas. Il y a beaucoup de facteurs négatifs qui est relié autour. Du coup, la jeunesse a du mal à s'imposer ou bien a du mal voilà. Moussa, alors dites-moi quelles sont les politiques, les initiatives et politiques mises en place au niveau continental pour redonner justement à la jeunesse une place importante, comme elle disait, dans les sphères de décision. Ok, donc par rapport à ces politiques, parce que je pense que même j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, il y a la charte africaine de la jeunesse qui est vraiment une charte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été adoptée depuis 2016 par nos chefs de gouvernement, depuis 2006 par nos chefs d'État au niveau de Banjul. Et cette charte africaine qui parle vraiment de la position de la jeunesse et de l'importance de la jeunesse dans la société. Et comment, par exemple, les jeunes, l'État doit prendre les jeunes en compte jusqu'à ce qu'ils soient épanouis et qu'ils aient un travail et qu'ils ne fassent pas des choses, par exemple, aller intégrer les groupes terroristes, aller faire la migration et autres. Donc, je pense que cette charte africaine, ça devrait être vraiment, comme par exemple ici au Sénégal, on a adopté cela, mais dans la mise en œuvre, jusqu'à présent, ça reste. Et par exemple, aux autres politiques aussi, comme ce que nous faisons aussi, c'est toujours, comme je l'ai dit, par des plaidoyers. Et ces plaidoyers aussi, on cherche par rapport à voir, par exemple, par zone, en Afrique de l'Ouest, Sahel, quel est leur problème, et essayer de prendre cela, essayer de faire monter cela à travers les institutions. Parce qu'au mois d'août, nous avions été invités par la CEDEAO
pour discuter avec les organisations de la société civile sur les questions du terrorisme. Et sur ça aussi, on nous a vraiment impliqués en tant que jeunes. Donc cela veut dire que du début jusqu'à la fin, parce qu'eux, ils devaient préparer le document qui allait être présenté au chef d'État à la conférence qui devait se passer le 14 septembre 2019 à Ouagadougou. Donc nous, en tant que jeunes, on s'est senti vraiment impliqués parce qu'on a parlé et on a dit ce que nous pensons comme recommandations pour pouvoir améliorer cela. Donc je pense que ces genres d'activités aussi, elle est très importante parce que ça nous permet, nous, en tant que jeunes, de donner notre avis et de dire ce que nous pensons de ça. Ok. Et je pense que c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. Nous vous donnons évidemment rendez-vous dans un instant pour la deuxième partie de votre émission Génération News. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième partie de cette émission Génération News. Nous allons à présent aborder une des grandes préoccupations de la jeunesse sur le continent. C'est évidemment la problématique liée à l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Dans tous les pays du monde, particulièrement en Afrique, la problématique de l'emploi des jeunes se pose de manière cruciale. Le Sénégal, ce sont plus de 10 000 diplômés chaque année, mais évidemment, l'inadéquation formation-emploi est toujours là. Comment expliquer ça, Arnaud? Comment expliquer ça? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés, mais on a l'impression que, en fait, quand ils se forment, ils ne tiennent pas compte de ce que l'État a besoin. Par exemple, si l'État a besoin de 200 ingénieurs, et que les gens en allant se former vont faire par exemple des métiers vont faire dans la littérature. Il va se former un problème. Ces jeunes, certes, seront qualifiés, mais ne pourront pas trouver de l'emploi. C'est une raison pour laquelle je pense qu'il y a un problème au niveau de l'emploi des jeunes en fait. Pourquoi les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail? C'est un problème d'orientation? C'est un problème d'orientation et puis il n'y a pas en fait une communication entre ces jeunes et l'État en fait. Si l'État essaie de communiquer par rapport à ce besoin et qu'en même temps quand les jeunes aussi en se formant, ils savent que pour trouver de l'emploi facilement, ils doivent aller dans une filière, je pense que ces jeunes-là n'auront pas de problème lié à l'emploi dans l'avenir. Oumou, est-ce qu'aujourd'hui le diplôme garantit le travail? Non, le diplôme ne garantit plus le travail. Le marché du travail est saturé. Je pense que les entreprises, il n'y en a pas assez. Donc aujourd'hui, ce que les jeunes devraient mieux se focaliser à l'entrepreneuriat. Je pense que maintenant même au niveau des écoles de formation, quand même, c'est devenu un module où on apprend aux gens comment entreprendre, comment essayer de monter son entreprise. Parce que je pense que ça va être la solution par rapport vraiment à ce problème, d'emploi. Car il y en a vraiment des diplômés à chaque fois, on les entend à la radio, bien à la télé, sur les réseaux sociaux quand même. Enfin, je suis diplômé chômeur. Aujourd'hui, l'État devrait faciliter vraiment la création d'emplois quand même pour permettre à ces jeunes-là de mieux s'insérer sur le marché du travail. Justement, en parlant de l'insertion de jeunes dans le marché du travail, est-ce que vous avez dans votre entourage des jeunes qui ont été formés par exemple en droit, mais qui font aujourd'hui un autre métier que ce pourquoi ils ont été formés, Aïda? Ben oui, il y en a à Gogo. Il y en a à Gogo. Et là, normalement, le plus petit diplôme de nos jours, c'est les bac plus 3, c'est les bac plus 4. Donc, c'est une situation assez déplorable de faire telle formation et après, vous êtes obligé d'accepter un travail qui n'a rien à voir avec la formation que vous avez suivie, d'où le problème
Adéquation, formation, voilà, emploi. formation, elle a dit le marché est saturé. Elle est hyper saturée et le problème est que peut-être que l'État a tellement consacré de temps sur les études, sur la scolarisation, notamment des filles. Il y a tellement d'écoles de formation qui sortent de terre, il y a tellement de scolarisation de filles ou bien de garçons. Et après, ce qui devait suivre, c'est-à-dire l'implantation d'entreprises ou bien des programmes qui permettent aux élèves ou bien aux étudiants, quand ils sortent, d'intégrer directement le marché professionnel, ça ne suit pas. Il y a un réel travail qui a été fait sur la formation, sur la scolarisation des jeunes et tout, mais il n'y a pas un programme mis en place pour continuer ce processus de formation à l'intégration du marché de l'emploi. Donc c'est un réel problème. Maintenant, si le diplôme définit le travail, ça dépend de la perception qu'on a du travail. Donc si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, la personne peut exiger qu'il y ait un diplôme, un bac plus, etc. Mais si vous travaillez pour vous, donc là, que vous soyez diplômé ou pas, vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, une fois que vous mettez en place votre business ou bien votre petite entreprise, reste à aller voir ceux qui font qui mettent en place les mesures d'accompagnement, qui mettent en place des formations en renforcement de capacité et tout. Donc, je ne dis pas que le diplôme n'est pas important, c'est très important, mais ça dépend si vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Mais si vous travaillez pour vous, franchement, je ne sais pas, je ne vois pas l'utilité. Moussa, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait reformer notre système éducatif? En fait, pour cela, je pense que oui, on doit vraiment reformer le système éducatif parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la chose comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, c'est-à-dire nous formons comme ça, c'est-à-dire sans pour autant ne pas consulter ce qui est la demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au Sénégal, on a plus besoin de jeunes qui sont formés techniquement que des jeunes qui sont formés sur des filières de communication, marketing et autres. Parce que quand on voit le Sénégal, l'Afrique même, je dirais en grosso modo, est un continent qui est en construction, donc où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, dans un continent où il y a beaucoup de choses à construire, à faire, je ne pense pas que c'est le marketing, la communication qui va faire tout cela. Certes, ça a d'importance, mais l'aspect technique, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, quand on parle comme il a dit, des bâtiments, de l'ingénierie, donc on a besoin d'avoir des ingénieurs aujourd'hui en agriculture, des ingénieurs en bâtiment, parce que avec la transformation des produits locaux, avec tout ce que nous avons comme opportunité, vraiment, on pouvait avoir de très grandes entreprises qui allaient produire de ces produits, pour les produire, mais après les transformer et après les exporter. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, presque en majorité, même aujourd'hui, les jeunes sont impliqués dans l'agriculture et autres, mais ce qu'eux, ils font, c'est juste la production et après, ils vendent. Il y a des gens qui viennent acheter, après, ils vont exporter, aller chez eux, transformer, après nous amener les jus. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, nous aussi, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment former les jeunes techniquement sur les filières qui sont vraiment demandées, comme l'agriculture et autres. Des secteurs clés de développement du pays. Alors, Aïda, dans votre analyse tout à l'heure, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Vous êtes dans le domaine. Vous voyez aujourd'hui l'entrepreneuriat comme une alternative à l'employabilité des jeunes? Oui, absolument. Absolument. Donc, pour l'instant, d'après moi, l'unique solution par rapport au chômage, c'est l'entrepreneuriat. Donc, les jeunes doivent entreprendre, être leur propre chef et derrière eux aussi recruter, parce que on constate qu'on a une jeunesse vraiment attentiste, c'est-à-dire qu'ils attendent que les entreprises les recrutent. Mais c'est pas le cas pour vous. Vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parlez-nous un petit peu de vous, de ce domaine-là. Vous avez choisi la mode, l'entrepreneuriat. Combien de personnes vous embauchez? Alors, moi, je ne suis pas dans un seul business.
Donc, quand j'ai travaillé en entreprise pendant 7 ans, donc j'ai fait une analyse. Je me suis dit, bon, moi je suis marketeur de formation. J'ai fait le marketing, j'ai fait le commercial, j'ai fait la communication. Donc, quand j'ai vu tout ce que j'apportais en entreprise comme idée, comme marché et tout ce qui va avec, donc je me suis dit, pourquoi pas le faire pour moi-même? Pourquoi pas le faire pour moi-même? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à coudre des tenues, à les porter lorsque je pars dans des événements. Et les gens, en retour, quand ils voyaient, ils adoraient. Je leur ai dit que c'est moi qui le fais. À partir de là, les commandes ont commencé. Et après, je me suis dit, pourquoi pas élargir, créer une page, faire des shootings, présenter mes modèles. Et ça fonctionne. Et à part la mode, je suis dans la restauration. Je touche à tout, en fait. Et vous travaillez aujourd'hui avec combien de personnes? Combien de personnes vous entourent aujourd'hui? Alors, pour la couture, je suis avec 4 à 5 personnes, allant des couturiers Ce sont des jeunes? Oui, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et aux photographes qui me font les shootings et entre autres. La restauration, je suis presque avec une quinzaine, voire une vingtaine de personnes. Donc, d'après moi, l'entrepreneuriat, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat, c'est le futur. L'entrepreneuriat, c'est le futur. Oumou, quel devrait être, selon vous, le rôle des entreprises privées dans la lutte contre le chômage de jeunes? Bon, le rôle des entreprises privées aujourd'hui devrait être d'essayer d'augmenter quand même leur poste et surtout essayer quand même de recruter le maximum de personnes parce que aujourd'hui, on a tendance à voir que les entreprises sont beaucoup plus intéressées par des bénéfices, alors que, par exemple, là où ils emploient une seule personne, ils pouvaient au moins employer 2 ou bien 3 personnes. Donc aujourd'hui, je pense que l'État devrait revoir leur statut et surtout leur imposer de recruter le maximum de jeunes, comme ça au moins, surtout dans certaines filières comme banque, finance, marketing, communication, là où c'est carrément saturé, là, il faut vraiment que les entreprises privées de ce domaine-là essaient quand même de faire des efforts en recrutant les jeunes. Et parfois, au-delà même si les recrutements seront quand même difficiles, de les offrir même des stages, comme ça, ils pourront avoir au moins de l'expérience en entreprise et essayer quand même de se lancer sur le marché. L'expérience, le stage, est-ce que c'est le cas par exemple au Gabon? Alors je l'ai dit, hein, vous êtes gabonais, vous êtes diplômé, vous avez fait vos études au Sénégal, vous êtes à la recherche d'un emploi. Est-ce que ces difficultés que Oumou a eu à souligner, on les retrouve aussi au Gabon? Oui, on retrouve ces difficultés au Gabon. Par exemple, j'ai mes amis qui sont rentrés. Pour la plupart, la situation elle est un peu compliquée. Parce que la plupart du temps, quand ils cherchent du travail, on demande quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans d'expérience. Et même pour trouver un stage, là aussi c'est compliqué. Il faut avoir des relations, il faut être fils d'eux ou fille d'eux. La situation elle est un peu intenable. Alors Moussa, la situation, vous voulez rebondir sur... Oui, en fait, sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, elle a parlé par exemple, des fois on demande 10 ans ou 15 ans d'expérience. Donc cela m'amène un peu à parler de l'implication, par exemple, des jeunes dans leur communauté ou bien dans la vie associative et autres. Parce qu'aujourd'hui, certes, c'est pas reconnu en Afrique comme une expérience et tout, mais par exemple, en tant que débutant, je me dis que le jeune peut intégrer une organisation et essayer selon sa filière qu'il a appris, essayer de voir comment est-ce qu'il peut mettre en œuvre, par exemple s'il a fait la comptabilité, comment il peut leur proposer à gérer la comptabilité de cette association ou bien de ce regroupement de femmes et autres pour essayer lui aussi de développer ses capacités et de comprendre certaines choses pour pouvoir s'améliorer. Et
Concernant aussi, par exemple, avec les politiques qui sont aussi mises en place, par exemple, vous avez vu au Sénégal, il y a, par exemple, il y a, comment ça s'appelle, la DER et autres ANPEJ et autres d'autres organisations qui essaient vraiment de pousser à l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, aujourd'hui, certes, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est très important, c'est quelque chose vraiment qu'on doit pousser, mais en Afrique, on a vu que depuis depuis quelques années, on parle d'entrepreneuriat des jeunes, mais ce qu'on devrait essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on peut faire, essayer de développer l'entrepreneuriat collectif. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit avec les jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes individuels, ça ne marche pas. Franchement. Ça ne marche pas parce que tout le temps avec les cas que nous rencontrons, moi je fais souvent des déplacements dans la sous-région, mais on voit que ça ne marche pas. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut conscientiser les jeunes, les sensibiliser jusqu'à ce qu'ils acceptent, par exemple on est 10 qui sont dans le domaine de la mode comme Aïda, essayer de travailler en synergie et de voir qu'est-ce qu'on pourra apporter en tant que jeune dans ce domaine. Donc je pense que ça serait très important. Oui, Aïda, vous voulez... Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, l'entrepreneuriat individuel, ça a tendance à être compliqué. Et je me dis que plus on est nombreux et plus on a de plus belles idées, plus on rend le projet beaucoup plus smart. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai débuté toute seule. Et au fur et à mesure, puisque je fonctionnais avec fonds propres, donc il y a les moyens déjà qui ne suivaient pas, il y a les idées qui étaient un peu bloquées. Du coup, j'ai sollicité une collaboration. J'ai publié quelque part dans un groupe de femmes. J'ai demandé s'il y a des dames qui étaient intéressées pour une collaboration par rapport à ça, et j'ai eu pas mal de réponses, et là est sortie une dame. Donc actuellement, jusqu'à présent, ça fait 2 ans qu'on collabore ensemble. Donc certaines idées viennent d'elle, les autres de moi, les modèles entre autres, les accessoires et tout ce qui va avec. Donc pour juste appuyer ce que vous avez dit, c'est très important de faire l'entrepreneuriat collectif, d'après moi. Alors Oumou, effectivement, en parlant de l'entrepreneuriat, Aïda l'a souligné, l'accompagnement aussi, que ce soit des autorités ou bien encore des partenaires. Est-ce que vous pensez que les politiques installées destinées à favoriser l'accès aux jeunes à leur premier emploi, est-ce que c'est assez visible au Sénégal ou en Afrique? Bon, je pense que pour l'accompagnement, quand même, j'avoue que les gens sont en train de faire des efforts, comme l'a souligné la DER, et là, l'entrepreneuriat rapide quand même, l'ANPEJ et je pense toutes ces structures-là qui sont là pour accompagner les jeunes dans leurs projets, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, quand vous venez, par exemple, un jeune qui a par exemple un projet d'un coût peut-être qui doit démarrer avec 500 000 francs et que les autorités l'accompagnent à coût de 100 000 francs, ça ne marche pas. Et du coup, qu'il doit commencer quand même à rembourser alors qu'il n'a pas encore commencé la production peut-être de ses produits, ce sera difficile. Je pense que l'on devrait aujourd'hui avoir au niveau du ministère de l'artisanat, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat, quand même avoir de vrais projets. Et comme l'a souligné Aïda, c'est important, l'entrepreneuriat collectif est vraiment important aujourd'hui, que l'on devrait voir les jeunes qui ont par exemple des projets un peu similaires, les regrouper, les financer quand même, surtout avec une suivi et un contrôle quand même, pour pouvoir les permettre de mettre en place quand même une entreprise durable. Arnaud, elle parlait de suivi, d'accompagnement. Aïda a souligné l'entrepreneuriat, ça reste en tout cas un facteur clé pour faciliter l'employabilité des jeunes. Mais est-ce que les conditions, selon vous, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Je pense que toutes les conditions ne sont pas réunies. Parce que pour faciliter l'entrepreneuriat, il faut mettre un cadre juridique assez important. Par exemple, la fiscalité. Il faut par exemple alléger la fiscalité pour ceux qui veulent entreprendre. Il faut aussi par exemple
À part la fiscalité, qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est vraiment, en tout cas, faciliter, avoir d'autres moyens pour donner l'accès à ces jeunes-là, évidemment, d'embrasser le domaine de l'entrepreneuriat. Je viens de retrouver la mémoire. Hormis la fiscalité, je voulais aussi ajouter, par exemple, l'État, par exemple, par rapport au marché. L'État a parfois tendance à vouloir donner des marchés à des personnes extérieures. Si l'État commence à penser aux jeunes qui sont là, qui veulent travailler, je pense que ces jeunes-là, non seulement ces jeunes vont gagner, ils vont gagner en expérience et ils vont réussir dans l'entrepreneuriat en fait. Si l'État continue toujours à vouloir penser à ceux qui viennent de l'extérieur pour faire des travaux, tout ça, je pense pas que ça va faire du bien aux jeunes en fait. Oui, Oumou. Oui, et surtout aussi, au-delà de l'État, nous avons aussi les établissements de crédit financier vraiment qui devraient alléger les garanties qu'ils demandent quand même à certains jeunes qui veulent vraiment entreprendre, ou bien l'État, et c'est quand même que l'État mette des garanties pour que ces jeunes-là aient accès au financement quand même pour pouvoir créer leur entreprise. Alors je le disais également, le Sénégal c'est près de 10 000 diplômés chaque année. Est-ce que vous pensez que le marché sénégalais ou africain est assez prêt pour accueillir tous ces diplômés? Moussa? En fait, moi je dirais que le marché n'est pas prêt pour accueillir tous ces diplômés parce que tous ces diplômés, c'est peut-être, je peux dire, c'est les gens qui ont eu des études qui sont avancées. Donc vous voyez, tout à l'heure vous avez parlé de plus de 10 000, mais ceux qui sont dans l'informe, les analphabètes. Donc vous voyez, quand on comptabilise tout cela, on a un grand nombre de jeunes qui parviennent pas à trouver un travail. Donc cela est vraiment très difficile et qu'aujourd'hui aussi, tout à l'heure, comme il a parlé de conditions et autres. Donc, je pense qu'aussi, par rapport à ces conditions d'accompagnement, on ne devrait pas peut-être seulement se limiter à ceux qui sont au niveau du formel, mais essayer aussi d'impliquer ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont dans le monde rural et autres. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer pour qu'eux aussi, parce que des fois, je me dis que même nous qui avons, qui ont eu des études avancées et autres, aujourd'hui, on peut peut-être essayer de trouver des collaborations avec d'autres qui sont dans d'autres secteurs et essayer d'améliorer cela. Donc pour moi, aujourd'hui, la question n'est pas seulement une question pour moi de l'État, mais c'est une question qui nous touche, nous tous. Impliquer tout le monde pour impliquer tout le monde, c'est ça. Mais aussi, plus aussi par rapport à nos communes aussi, dans nos quartiers où nous sommes avec les communes d'arrondissement, pour qu'eux aussi, qu'ils voient exactement les opportunités. Parce que dans chaque quartier, il y a des opportunités. Par exemple, moi, dans le quartier où j'habite, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités où si les jeunes qui habitaient dans ce quartier exerçaient, peut-être on ne parlerait pas de problèmes de chômage et autres, mais peut-être c'est les gens qui ne donnent pas de valeur à ces jobs ou tel ou tel autre. Donc peut-être si aujourd'hui on pouvait revaloriser cela et essayer de voir comment est-ce qu'on peut impliquer les jeunes dans ces travaux. Justement, Oumou, il parlait d'impliquer les jeunes dans les différentes activités, sphères des décisions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est important de convoquer une conférence sociale sur l'emploi de jeunes, comme ce fut le cas en 2013 au Sénégal? Oui, c'est important. C'est important aujourd'hui d'abord que l'on recueille l'idée des jeunes sur cette question, que l'on sache réellement qu'est-ce que les jeunes pensent de cette question de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, de la formation des jeunes. Je pense l'État aujourd'hui devrait réorganiser quand même cette conférence. Ça pourrait permettre aujourd'hui de connaître d'abord l'avis des jeunes sur la question. Et surtout, au-delà de ça, j'aimerais aussi que l'État aussi s'appuie sur les lycées professionnels. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça nous permettrait d'avoir des formations mécaniques. Parce que
Aujourd'hui, si vous prenez l'étudiant l'élève qui sort d'un lycée quand même professionnel, et celui qui a été dans un lycée où ils ont suivi quand même différentes formations, mais l'autre est beaucoup plus apte. Dès qu'il a le bac, il a déjà au moins touché une fois à un tournevis. Il sait quand même manier des outils. Et cet élève, c'est beaucoup plus facile de lui trouver du travail que quand même celui qui a été là, apprendre la littérature, la dictée ou bien autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'on devrait quand même réorienter quand même nos formations, nos élèves quand même vers beaucoup plus le professionnel dès le bas âge, quand même que de suivre un programme scolaire où vraiment ce serait difficile à la sortie de trouver un travail. Arnaud, on parlait de convoquer une conférence sociale sur l'emploi des jeunes, en tout cas sur les problèmes même des jeunes. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative, évidemment, il faut peut-être continuer à le faire, mais les décisions derrière aussi ne sont pas validées, il y a un problème de suivi? Je pense qu'effectivement, il faut organiser certes des conférences, mais il faut derrière également apporter un suivi. Il faut organiser un suivi, parce qu'on ne peut pas se réunir, faire des conférences et à la fin les décisions ne sont pas suivies. Il faut par exemple mettre des structures en place pour tout le temps, chaque année, essayer de voir s'il y a des avancées. Je crois que ça peut être une mesure qui peut être importante en fait. Également, avoir le suivi pour permettre à ces jeunes d'embrasser le domaine de l'entrepreneuriat. Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Merci à Oumou, merci Moussa, Arnaud, Aïda d'avoir participé, décortiqué avec nous ces différentes thématiques liées à la problématique des jeunes. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Média TV Afrique. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.